Bonjour à tous. Bon, je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver. Bonjour à tous. Bonjour Émilie, bonjour Laetitia, bonjour Pauline. N'hésitez pas à mettre dans le chat d'où vous venez, d'où vous êtes en ce moment. Ça donnera une petite idée en tout cas des territoires. Île-de-France, on a Paris, Vannes, Chartres, Lyon, un petit peu de tout, hein. On va attendre un peu que tout le monde arrive, on va pas tarder à commencer. Oyonnax, Normandie, Lille, un peu partout dans la France. Alors, on va pas tarder. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, quelques petits rappels, les règles et consignes pour ce webinaire ensemble. Vous allez voir hein, sur ce site, vous avez deux onglets, un onglet chat et un onglet questions. Nous vous conseillons de poser vos questions dans l'onglet questions pour qu'on puisse vraiment les partager avec tous et y répondre plus précisément. Vous avez aussi la possibilité dans l'onglet questions de voter pour les questions qui vous intéressent le plus. On essaiera d'y revenir en priorité à ceux qui ont eu le plus de votes suite aux questions. Alors, un petit rappel avant de commencer de ce qu'est les semaines de l'évolution professionnelle. C'est sur 2 semaines de webinaire. Ça a commencé hier, ça va jusqu'à vendredi prochain. Ces différents opérateurs du CEP, le Conseil en évolution professionnelle, dont l'APEC, le réseau EVA, le groupement évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique. Nous nous sommes regroupés et nous avons organisé ces semaines. Donc c'est 100% digital, gratuit, ouvert à tous. Et je vous invite, au-delà de ce webinaire, à vous inscrire peut-être à d'autres thématiques qui pourraient vous intéresser. Alors aujourd'hui, donc je me présente, Morgane Bacon, chargée de communication pour Catalyst Conseil. Je te laisse te présenter à Cécile. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Le Foul. Donc, je suis référente du partenariat du Conseil en évolution professionnelle, donc pour le groupement Évolution en Bretagne. Voilà, on va pouvoir commencer. Je pense qu'on on est à peu près à 90 participants. On va démarrer. Donc, la thématique de ce webinaire, pour le rappeler, c'est « Je suis salarié, quel outil pour ma recherche d'emploi ?» Les 6 étapes clés pour réussir sa recherche d'emploi. Tout à fait. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir vous présenter les différentes étapes quand on est salarié et qu'on est en recherche d'emploi. Vous présenter les différentes étapes par lesquelles passer pour réussir sa recherche d'emploi. Donc, dans un premier temps, c'est de pouvoir faire un point sur son parcours professionnel. C'est important de pouvoir poser les choses, en fait, vraiment, voilà, son parcours professionnel, ses formations initiales, etc., pour pouvoir s'appuyer de ça, pour pouvoir travailler son nouveau projet et notamment déterminer et cibler sa recherche d'emploi, en fait, vers quel métier, vers quelle mission je souhaite aller. Ensuite, ça va être de pouvoir mettre à jour, de travailler ses outils de candidature, revoir son CV, sa lettre de motivation, préparer ses entretiens de recrutement également. Ça fait peut-être un moment que vous êtes en poste, que vous n'avez pas effectué d'entretien. Donc, c'est important de pouvoir retravailler ça. Ensuite, d'être en veille sur le marché de l'emploi, en fait, sur votre bassin géographique, de voir un petit peu ce qui se passe et puis de pouvoir passer de l'état de veille à l'état de candidater. Ensuite, c'est d'organiser aussi, d'être organisé dans sa recherche d'emploi parce que au bout d'un moment, quand vous aurez fait plusieurs candidatures, peut-être que vous pouvez vous y perdre en fait quand les entreprises vous rappellent. C'est quand est-ce que j'ai candidaté déjà, c'était quel poste, etc. Donc c'est important d'avoir
un support de suivi, justement pour être organisé dans vos démarches. Et puis ensuite, c'est aussi de relancer régulièrement vos candidatures, d'être proactif en fait dans votre recherche d'emploi. Ça, c'est important. Donc la première étape, donc, qui est de faire le point sur son parcours professionnel. Donc l'objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir faire un point sur vos expériences professionnelles, voilà, de remettre à plat justement tout votre parcours sur vos expériences, sur vos formations initiales, mais aussi sur les formations que vous avez pu faire quand vous étiez en poste, en fait. Le fait d'être en poste, vous avez certainement fait des formations en interne. Donc, c'est de pouvoir les valoriser, voilà, de refaire un point sur tout ça, de faire un point sur vos compétences professionnelles, voire extra-professionnelles aussi, ça c'est important, de pouvoir vraiment avoir, voilà, comme je disais tout à l'heure, vraiment un état des lieux, de se dire, ben voilà, moi aujourd'hui, je sais faire tout ça. Et puis, à partir de ça, de s'appuyer en fait de tout ça pour pouvoir travailler et cibler votre nouveau projet professionnel, comme je disais, le nouveau poste ou les nouvelles missions vers lesquelles vous souhaitez vous orienter. Donc ça, c'est vraiment une étape primordiale puisque ça va vous aider à définir votre recherche d'emploi, en fait, ce sur quoi vous souhaitez vous orienter. Donc, on arrive à l'étape suivante, donc cibler sa recherche d'emploi. Donc, c'est important, comme je disais, voilà, de prendre en compte tout le travail qui aura été fait précédemment sur ses compétences, ses expériences, sa formation. Et en fonction de ça, on va pouvoir cibler aujourd'hui ce que vous souhaitez faire. Par exemple, dans toutes vos compétences que vous avez, quelles sont celles que vous souhaitez retrouver, conserver sur un futur poste. Peut-être que vous avez des compétences aujourd'hui que vous souhaiteriez développer aussi, c'est-à-dire que vous avez ces compétences, mais vous maîtrisez peut-être pas à 100% parce que c'est peut-être des choses que vous ne faisiez pas souvent. C'était peut-être en remplacement d'un collègue ou vous l'avez fait il y a longtemps, mais finalement, vous dites que c'est quand même des choses qui vous intéressent. Donc, c'est voilà, de faire un point par rapport à tout ça et de se dire, voilà, par rapport à tout ça, à ce que j'aimerais faire, forcément, ça va pouvoir orienter votre recherche d'emploi, donc vos envies, hein, on en revient à ça. Quelles sont aujourd'hui vos envies, en fait, et vos motivations, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui et voilà, ce vers quoi vous souhaiteriez vous orienter. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de regarder si votre projet il est réalisable, c'est-à-dire par rapport à ce que vous souhaiteriez faire. Est-ce que par rapport au marché de l'emploi, par exemple, de votre secteur géographique, est-ce que c'est cohérent aussi? Ça, c'est important de bien tout prendre en compte avant de pouvoir vous lancer. Et puis, de définir aussi vos critères, c'est-à-dire vos critères de recherche. Est-ce que vous recherchez qu'un CDI? Est-ce que vous êtes ouvert à un CDD? Est-ce que vous recherchez un temps plein? Est-ce que vous êtes ouvert à du temps partiel? Si oui, jusqu'à combien d'heures voilà, vous êtes prêt à descendre ou à faire. La mobilité géographique, c'est pareil. Voilà, vous êtes prêt à faire tant de temps ou tant de kilomètres pour vous rendre sur votre lieu de travail. Ça, c'est important de bien tout définir en fait avant de vous lancer dans votre recherche d'emploi, parce que ce sont des critères qui vont vous servir derrière dans la mise en œuvre, en fait, dans l'application de la recherche d'emploi. Ensuite, c'est une fois qu'on a fait tout ce travail, qu'on a bien ciblé le métier ou le poste ou les missions voilà, vers lesquelles on souhaite s'orienter, c'est de pouvoir mettre à jour ces outils de candidature. Il faut que votre CV, votre lettre de motivation et vos profils sur les différents réseaux professionnels soient en lien avec votre objectif, en fait. Donc ça, c'est important de bien remettre à jour tous vos outils de candidature. Et pour ça, excuse-moi, je vais reprendre Cécile au niveau des outils. Effectivement, quand vous êtes dans ce projet de recherche d'emploi, ça va être impératif de faire une grosse mise à jour de ce que vous avez peut-être déjà fait par le passé, de votre CV, de votre lettre de motivation évidemment, mais aussi de tous vos réseaux, et notamment LinkedIn, puisque c'est ça que les recruteurs aussi vont regarder aujourd'hui. C'est ça, et que ce soit cohérent, ce que j'allais dire, que votre CV soit cohérent avec votre profil LinkedIn et inversement, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas rare que les employeurs, quand ils reçoivent la candidature de quelqu'un, aillent consulter le profil LinkedIn. Donc, il faut que ce soit bien en lien, que ce soit bien cohérent, en fait, par rapport à ça. Alors,
quelques règles d'or concernant ces différents outils. Hein, le CV, hein, on n'en fait plus la publicité, hein, c'est un peu l'outil le plus important finalement dans votre recherche d'emploi. C'est vraiment votre outil de communication qui va vous être le plus utile. Alors, on verra juste après hein, qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme logiciel pour mettre en forme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en ligne qui vous permettent de faire des CV qui soient à jour, qui soient honnêtement tout à fait aussi esthétiques, graphiques, qui soient un peu dans l'air du temps, avec des logiciels ou des outils très simples d'utilisation. Les règles un peu du CV, il faut être clair, concis et que ce soit lisible. Hein. On aurait tendance à vouloir en mettre de trop hein, sur un CV et en mettre toutes ces expériences, tout ce qu'on a fait, alors qu'il faut peut-être mettre en avant davantage les expériences qui sont en lien avec le poste visé. Quitte à, je vous l'expliquerai juste après, vous pouvez rajouter sur un CV un lien vers votre profil LinkedIn et dire, voilà, si vous voulez en savoir plus, avoir une vision plus large de mon expérience, vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn. Pour revenir un peu au CV, voilà, c'est essayer d'être le plus pertinent par rapport au poste visé. Il faut être précis. Hein, vous savez, il y a des règles de construction hein, sur un CV, l'expérience, la formation, vos compétences que vous maîtrisez. Essayez voilà, d'être au plus près du poste visé. Concernant la lettre de motivation, encore une fois, il y a quelques règles. Hein. C'est une page, pas plus. Essayez de la personnaliser vraiment, on ne le dira jamais assez. Et une lettre de motivation, ça doit être personnalisé en fonction de l'offre à laquelle vous postulez. Ne serait-ce que dans le titre, dans l'objet, même dans le corps du texte, essayez d'aller au maximum dans la personnalisation. Vous reprenez évidemment le titre de l'entreprise, le nom de l'entreprise, mais aussi les missions qui sont citées. Essayez de les rappeler dans votre lettre de motivation. On évite évidemment les fautes d'orthographe, on essaie de se relire ou de faire relire par quelqu'un. Il y a toujours un deuxième œil, c'est toujours un avis différent qui peut vous aider à écrire une lettre de motivation. Soyez surtout honnête, n'en faites pas trop, puisque vous saurez, même si vous êtes après prise de l'entreprise, vous ne serez pas forcément à l'aise et finalement, si vous n'êtes pas honnête dans votre lettre de motivation, le poste peut-être ne vous ira pas. Donc, il faut vraiment essayer d'être le plus honnête possible. La conclusion de la lettre de motivation, on ne le redira jamais, mais essayez de proposer un entretien, vraiment essayer d'aller jusqu'au bout de votre proposition et finissez avec une petite formule de politesse. Voilà, c'est une petite règle d'or qu'on oublie de temps en temps, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et concernant les réseaux sociaux professionnels, ça monte de plus en plus de recruteurs vont aller voir, après avoir vu votre CV, votre profil LinkedIn. C'est vraiment très important de le mettre à jour, tant sur le contenu du profil, hein, l'expérience, la formation. Vous pouvez l'enrichir. Hein. LinkedIn, c'est vraiment un outil vaste. On peut faire beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on pourrait penser sur LinkedIn. Essayez de bien le mettre à jour. C'est vraiment, voilà. Il y a aussi sur LinkedIn tout un marché caché de l'emploi. Hein. 70% des offres d'emploi, c'est des offres cachées. Donc, vous pouvez aller aussi sur LinkedIn chercher des offres d'emploi. Il y a un moteur de recherche, il y a un outil d'offres d'emploi sur LinkedIn qui est très bien fait et on peut trouver facilement des offres d'emploi. Et surtout, on ne dira jamais assez, mais sur LinkedIn, c'est pas le tout d'avoir un profil qui est bien rempli, bien complété. Il faut aussi le faire vivre. Il faut faire vivre son profil, être actif. C'est pas forcément publier tout et n'importe quoi, mais ça peut aller de temps en temps partager un article qui vous intéresse ou alors quelque chose en lien avec le secteur d'activité que vous visez. C'est peut-être partager un article ou commenter, laisser un commentaire ou simplement mettre un j'aime sur une publication. Ça vous rend actif, ça vous rend visible aussi. Alors, plus concrètement, dans les outils que vous pouvez utiliser pour le CV, il y a différents sites en ligne qui peuvent vous permettre de mettre en forme votre CV. Notamment, je citerai Canva, Canva pour ceux qui préfèrent. C'est un site très intuitif, très facile d'utilisation. Vous pouvez faire des CV vraiment très bien aujourd'hui sur cet outil. Il y en a d'autres en ligne qui sont sur le PowerPoint. Un petit conseil peut-être que vous pouvez utiliser aussi, c'est un autre site qui s'appelle Unitag. Et sur Unitag, vous pouvez générer des QR codes. Des QR codes aujourd'hui, tout le monde connaît un peu les QR codes avec tout ce qui s'est passé ce qui se passe encore aujourd'hui autour du Covid. Le QR code, vous pouvez le mettre sur votre CV, pourquoi pas. Pour ceux qui auraient beaucoup de choses à mettre, vous pouvez faire un QR code qui redirige vers votre page LinkedIn, par exemple. La lettre de motivation, pareil, Canva, c'est très pratique.
Vous pouvez mettre en ligne des documents un peu plus poussés, un peu plus, voilà, un peu plus en rapport, un peu plus esthétique aussi dans la mise en page que sur un simple Word, mais le Word est très bien aussi. Et les réseaux sociaux professionnels, on a parlé de LinkedIn, hein, c'est le réseau numéro 1 pour la recherche d'emploi. Il y a Facebook aussi. Facebook, vous pouvez obtenir dans certains groupes de discussion des retours d'expérience de professionnels ou de personnes qui travaillent dans des entreprises. Ça reste une utilisation limitée hein, dans ce domaine-là, mais pourquoi pas. Il y a des entreprises qui sont encore sur Facebook. Vous avez Twitter aussi. Twitter, ça vous permet un peu de suivre la tendance. J'ai envie de dire, si il y a une entreprise ou un secteur qui vous intéresse, Twitter vous donnera un petit peu des informations en temps réel de ce qui se passe. En tout cas, s'il y a une info qui sort, vous serez au courant très rapidement sur Twitter. Instagram, on pourrait se dire pourquoi Instagram. Instagram, en fait, c'est pour ceux qui ne savent pas vraiment, en fait, qui se posent aussi des questions ou qui ont besoin un petit peu de s'inspirer par l'image. Certains, ils fonctionnent davantage par l'image. Et aller sur Instagram, ça peut vous permettre de vous inspirer, en tout cas. Vous pouvez regarder des images ou des choses qui vous inspirent pour peut-être vous orienter vers, je ne sais pas, un métier ou en tout cas un secteur d'activité qui pourrait vous plaire davantage. Il y a d'autres réseaux hein, spécialisés. On ne peut pas tous les citer aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui sont vraiment spécifiques à certains secteurs. Et là-dessus, vous pouvez trouver vraiment facilement en tapant simplement sur Google par rapport à des mots-clés bien précis. Donc là, j'ai dit beaucoup de choses. De toute façon, dans cette présentation, vous aurez à la fin des 2 semaines de webinaire, des semaines de l'évolution professionnelle, la totalité du replay de ce webinaire. Donc, vous pourrez revoir tout ce qu'on a cité et réentendre tout ce qu'on aura dit. Ne vous inquiétez pas. Je laisse Cécile reprendre la suite, sauf si tu veux compléter tout ce que j'ai dit juste avant. Non, c'était très bien. Tu as bien présenté. Je vois peut-être avant de passer à la suite, on a des premières questions. Est-ce qu'on prend un petit temps pour regarder? Alors, je prends un peu dans l'ordre. Oups. On a Virginie Jameau qui dit, je vous montre la question, le CV et la lettre de motivation restent-ils d'actualité? Quid de la vidéo de présentation? Alors oui, ça reste d'actualité, hein, le CV, la lettre de motivation, ou CV et mail d'accompagnement. Ça peut être aussi un mail hein, qui fait office de lettre de motivation. Ça reste, on va dire, les outils de base. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la vidéo de présentation qui se fait de plus en plus. Après, il faut être à l'aise avec l'exercice. C'est pas toujours évident de se filmer. Et puis, ça va dépendre aussi, j'ai envie de dire, de l'entreprise ou du poste que vous visez. C'est pas forcément adapté non plus à tous les métiers, en fait. Donc, voilà, ça peut être un outil, c'est intéressant que vous l'ayez en tête parce que, voilà, en fonction du métier, du poste que vous visez, pourquoi pas. Mais le CV, l'aide de motivation ou mail d'accompagnement du CV reste quand même les outils de base et c'est ce qu'on utilise le plus fréquemment. Merci Cécile. J'ai d'autres questions. Alors, on a une question de Rodri qui dit « Bonjour, est-ce bon d'indiquer sur les réseaux professionnels comme LinkedIn qu'on est en recherche ou en écoute d'un emploi lorsqu'on est en poste, surtout si on a manager comme contact ?» Vous pouvez, il y a une option sur LinkedIn où vous pouvez afficher que vous êtes à l'écoute d'offres d'emploi sans pour autant avoir le petit badge Open to Work sur votre photo de profil. Vous avez dans les paramètres la possibilité de l'indiquer seulement à ceux qui ont un profil de recruteur. Donc, vous montrez au recruteur que vous êtes en recherche d'emploi, pour autant, votre réseau ne voit pas que vous êtes en recherche d'emploi. Cécile, tu veux ajouter quelque chose? Non, tout à fait. Je confirme effectivement ce que tu disais. Une autre petite question, alors. On a une question que je pense que tu vas pouvoir nous aider, Cécile. Y a-t-il des astuces ou des moyens pour réussir les tests de logique? Il faut s'entraîner, en fait, il n'y a pas d'autre solution malheureusement. Tests de logique, c'est des tests de rapidité et en fait, plus vous en ferez et plus vous comprendrez le fonctionnement en fait et ce qui est attendu. Donc, c'est vraiment l'entraînement là sur les tests de logique. Il n'y a pas d'autre solution.
Merci Cécile. Je vous propose de reprendre et de toute façon, on gardera un quart d'heure à la fin pour reprendre les questions qu'on aurait oubliées ou on n'aurait pas eu le temps de répondre tout de suite. Ça marche. Donc, pour continuer donc notre webinaire, donc la continuité, c'était voilà, de pouvoir être en veille en fait sur le marché de l'emploi, de voir ce qui se fait sur notre secteur géographique. Ça, c'est important, voilà, de se tenir informé en fait de ce qui se passe sur notre territoire. Quels sont les métiers qui recrutent, quelles sont les entreprises qui recrutent aussi sur notre bassin. Et pour cela, vous pouvez vous abonner à des sites comme des job boards pour voilà, avoir des alertes d'emploi. Donc, c'est-à-dire avoir une alerte comme quoi il y a une offre d'emploi qui est parue sur tel poste, par exemple, un poste qui vous intéresse, vous permet de voir un petit peu la fréquence des offres d'emploi, de pouvoir les consulter, de regarder un petit peu les missions, les compétences qui sont demandées, etc. Vérifier que votre profil peut correspondre aux attentes des employeurs. Ça peut être de suivre aussi les pages Internet des entreprises qui vous intéressent. Et puis, comme le disait Morgane tout à l'heure aussi, sur LinkedIn, vous pouvez suivre des entreprises qui vous intéressent aussi, ce qui vous permet de vous tenir informé de l'actualité de ces entreprises-là. Donc ça, c'est très important. Et puis, ça va être aussi le développement de votre réseau professionnel. Donc, on a parlé des réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux non plus. Ça peut être, voilà, vous tenir informé de ce que font vos amis, les amis de vos amis, vos voisins, d'anciens collègues, etc. C'est toujours important en fait de maintenir et de développer votre réseau, parce qu'en fait, on se rend compte que voilà, d'une connaissance, finalement, on peut récupérer des contacts comme ça. Ça peut être aussi dans un premier temps, pourquoi pas aller faire des enquêtes métiers aussi, aller rencontrer des professionnels qui travaillent dans l'entreprise ou la structure que vous visez, ou alors quelqu'un qui occupe des missions qui pourraient vous intéresser pour échanger avec lui sur voilà, concrètement, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que ça correspond bien à vos attentes. Donc ça, voilà, faut pas hésiter à développer, maintenir votre réseau et aller rencontrer des professionnels, soit via votre réseau personnel, mais aussi via, comme on disait, LinkedIn, par exemple. Ça, c'est important. Et puis, le fait d'avoir cette veille, cette connaissance du marché de l'emploi, ça va vous permettre derrière de pouvoir passer l'étape de la candidature. En fait, c'est de vous dire, c'est bon, maintenant je suis informée, je suis rassurée sur le fait que mon profil corresponde bien aujourd'hui aux attentes des employeurs, corresponde bien au poste sur lequel je souhaite me positionner, vous allez pouvoir vous dire, c'est bon, je me lance, je commence à faire des candidatures, donc soit répondre à des offres d'emploi ou soit effectuer directement des candidatures spontanées auprès des entreprises qui vous intéressent. Ensuite, ce qui est important, c'est que voilà, à un moment où vous aurez fait pas mal de candidatures, c'est important de pouvoir vous organiser. Vous organiser déjà parce que en tant que salarié, voilà, vous n'avez pas autant de temps que ce que vous souhaiteriez pour votre recherche d'emploi, parce que ça prend du temps d'être en recherche d'emploi, parce que voilà, si on reprend les différentes étapes qu'on a déjà présentées, vous vous rendez compte que ça prend du temps de faire tout ça en fait. C'est pas, ça se fait pas en 1 heure. Donc c'est important de pouvoir vous organiser, de vous établir un planning en fait pour voilà, pour vous dire, moi je fais ça, je sais pas, 1 heure tel ou tel soir dans ma semaine, je fais ça le week-end, je fais ça plutôt le matin avant d'aller travailler. Enfin voilà, en tout cas c'est à vous de trouver votre organisation, mais en tout cas c'est important de faire ça, peut-être de faire un rétro-planning aussi, de vous donner une deadline, de vous dire, voilà, moi j'aimerais bien, dans l'idéal, avoir trouvé un nouvel emploi à partir de cette date-là ou ce mois-là. Et du coup, voilà, de faire un rétro-planning et de vous dire, là, sur telle étape, je remets à jour mes outils de candidature. L'étape suivante, je vais être en veille, etc. Mais en tout cas, voilà, pas hésiter à faire ce genre d'exercice. Et puis, une fois que vous aurez fait plusieurs candidatures, c'est important d'avoir aussi un fichier, un tableau de suivi. Alors, ça peut être tout simplement un fichier Excel. Après, il y a des outils aussi qui existent. Je pense sur l'Emploi Store, c'est le site de Pôle emploi.
Vous avez un outil qui s'appelle le Mémo, qui est très bien fait aussi, et qui peut, permettre, voilà, d'organiser sa recherche d'emploi. Donc même si vous n'êtes pas inscrit à Pôle emploi, bien évidemment, c'est, un service, public, hein, donc c'est accessible à tout le monde, hein. Vous pouvez aller sur le site de l'Emploi Store et vous avez accès, c'est des outils en libre service, vous pouvez les utiliser sans problème. Et ensuite, ce qui est important, c'est de relancer vos candidatures. Une fois que vous avez effectué, voilà, une candidature, ça fait, une dizaine de jours, vous avez fait votre candidature, vous n'avez pas eu de réponse, pas hésiter à relancer, alors soit par mail si vous avez l'adresse mail, soit par téléphone si vous êtes plus à l'aise, voilà, vous contactez l'entreprise, savoir s'ils ont bien reçu votre candidature, savoir où ils en sont aussi dans leur process de recrutement, ce qui permet, de montrer votre motivation, éventuellement de remettre votre candidature sur le dessus de la pile. Voilà, et puis ça montre aussi, que vous êtes proactif, que vous n'avez pas, entre guillemets, juste envoyé un CV. C'est aussi de montrer que, vous avez un réel intérêt pour ce poste ou cette entreprise. Et ça permet aussi, de voilà, de pas être tout le temps non plus derrière son ordinateur. C'est aussi de voilà, à un moment donné, de prendre son téléphone et d'avoir des échanges avec, des personnes de l'entreprise. Alors, on va reprendre un peu un temps avant de vous parler du conseil en évolution professionnelle. Dans les questions, je vois une question de Véronique. De Véronique, on va d'abord répondre. Peut-on s'inscrire à Pôle emploi et bénéficier de certains services quand on est salarié? Alors, vous pouvez vous inscrire à Pôle emploi, c'est un service public, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, en termes d'accompagnement, vous n'aurez pas d'accompagnement par Pôle emploi. Par contre, il y a le conseil en évolution professionnelle qu'on va vous présenter là tout à l'heure, qui peut vous accompagner dans vos démarches. C'est un dispositif qui a été mis en place depuis janvier 2020 pour accompagner les salariés et les travailleurs indépendants dans leurs projets professionnels, quels qu'ils soient. Une autre question, quel site ou outil connaissez-vous ou conseillez-vous donnant des informations sur le marché du travail? Alors, il y a le site de Pôle emploi qui s'appelle le besoin en main-d'œuvre, qui est très bien fait, la BMO. En fait, c'est Pôle emploi qui fait des statistiques tous les ans sur les besoins, en fait, par zone géographique, donc par région, mais également par département, pour connaître voilà, tous les besoins, en fait, qu'il y a. Après, il ne faut pas hésiter à aller sur les observatoires aussi des branches professionnelles. Ils font des statistiques aussi sur les besoins. Il y a ça qui est intéressant. Je pense à ça et je voulais juste refaire un lien aussi avec ce que tu disais, Morgane, tout à l'heure, sur Facebook, qu'il pouvait y avoir des… Alors, tu n'as pas employé le mot communauté, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, des espaces où on peut échanger avec des salariés ou anciens salariés d'entreprise. Je pense au site Glassdoor. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît, mais c'est un site internet, un site où il y a des offres d'emploi, mais aussi où il y a les salariés en fait actuels ou anciens salariés vont évaluer l'environnement leur environnement de travail en fait. Oui, c'est un site qui donne une note finalement à une entreprise, mais ce sont les salariés de l'entreprise qui donnent cette note. Et l'entreprise n'est pas du tout liée, c'est totalement un site qui vit, où les salariés peuvent vraiment, de manière soit anonyme, ou, publier à la fois leur avis, mais aussi leur salaire, pour vous donner aussi une idée des salaires de l'entreprise aussi. Exactement. On a d'autres questions, on va en profiter. Une question d'Alexis. Faut-il indiquer son âge et sa situation familiale sur le CV? Alors, ce n'est pas une obligation. Là, c'est à vous de voir si vous souhaitez le mettre ou pas. Il n'y a aucune obligation à le mettre. Si vous le mettez, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que toutes les informations que vous mettez sur le CV, ça veut dire que vous laissez la possibilité à l'employeur de vous questionner dessus. Donc voilà, si vous mettez votre âge et votre situation familiale, il faut que derrière, vous soyez à l'aise pour pouvoir en parler avec l'employeur s'il souhaite aborder la question lors de l'entretien. Mais en tout cas, il n'y a aucune obligation. Merci. Il y a Nina qui précise que le Cariforef peut également donner des infos sur le marché de l'emploi. Tout à fait. Ce sont des sites, pareil, par région qui sont très intéressants sur les marchés de l'emploi.
On a une autre question, là je vais pouvoir y répondre. Comment contacter l'entreprise quand les candidatures se font via des sites dédiés? Vous avez toujours l'option de LinkedIn, hein. Sur LinkedIn, si vous tapez le nom de l'entreprise, vous allez trouver sa page sur LinkedIn, si elle en a une, et en allant dans les employés de l'entreprise, vous cherchez le profil soit RH, soit de recrutement, et vous pouvez tenter de les contacter de cette manière. C'est une des façons, en tout cas, un des moyens possibles pour contacter une personne de l'entreprise si vous souhaitez vraiment voilà, avoir un échange. Tu vois d'autres, peut-être, Cécile, d'autres moyens Non, parce qu'après, alors, les sites dédiés, après, pourquoi pas les fouiller sur le site de l'entreprise. Des fois, ils rediffusent aussi les offres d'emploi sur leur propre site. Donc, ça peut être aussi une solution, si vous retrouvez l'offre, peut-être de refaire la candidature directement via leur site. Ou alors pareil, le téléphone aussi, hein, de contacter l'entreprise et puis d'essayer de voir où ils en sont justement dans leur process de recrutement et s'assurer qu'ils aient bien reçu votre candidature aussi, même si vous êtes passé par un autre site internet. Mais en tout cas, s'assurer que la transmission de votre candidature a bien été faite. Et au-delà de ça, même dans une autre démarche, s'il n'y avait pas forcément d'offre, mais que l'entreprise vous intéresse vraiment beaucoup, n'hésitez pas, via LinkedIn, comme je vous le disais, d'aller voir les employés de l'entreprise et peut-être de rentrer en contact avec des personnes, ou en tout cas des personnes qui pourront vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Ça se fait beaucoup aujourd'hui et il faut autant s'en servir si ça vous permet de peut-être créer une opportunité finalement avec l'entreprise. Et je prends juste une dernière question avant de passer sur le conseil en évolution professionnelle. Bonjour, quel comportement adopter vis-à-vis d'un recruteur qui ne vous donne pas de réponse ni positive ni négative après avoir réalisé toutes les étapes de l'entretien durant lequel le recruteur a bien manifesté l'intérêt pour le profil, même après avoir relancé. Donc un recruteur qui n'aurait pas du tout donné de nouvelles après des étapes de recrutement. Alors là, c'est assez rare quand même. En général, quand on a un entretien et on passe les différentes étapes, parce qu'il peut y avoir aussi plusieurs entretiens, en général, le recruteur quand même tient à informer le candidat des suites qui sont données. Malheureusement, ça peut arriver. Comme je dis, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Là, c'est compliqué parce que c'est vrai que si malgré vos relances, vous n'arrivez pas à avoir de réponse, là, je vois pas trop ce que vous pouvez faire de plus. Enfin, si vous avez relancé et que malgré ça, vous n'avez pas de réponse. Après, voilà, peut-être passer par un autre canal. Si vous avez relancé par téléphone, peut-être passer via LinkedIn, ou inversement. Enfin, voilà, mais c'est compliqué. Enfin, normalement, si vous avez un entretien, plus vous avez eu les coordonnées. Donc, c'est assez étonnant quand même qu'ils ne vous donnent pas de réponse. Bon. En tout cas, j'espère que vous pourrez obtenir une réponse, quelle qu'il soit. On va pouvoir passer à la partie CEP, hein, le conseil en évolution professionnelle. Je te laisse la main à Cécile. Tout à fait. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir vous présenter aujourd'hui le conseil en évolution professionnelle, qui est un dispositif qui permet d'accompagner les salariés et les travailleurs indépendants dans leurs projets professionnels, quels qu'ils soient. C'est un dispositif qui est gratuit. On a une délégation du service public pour pouvoir mettre en place ce dispositif. Donc, c'est gratuit, ça ne mobilise pas le CPF. Et bien évidemment, c'est un accompagnement qui est confidentiel. Ça veut dire que si vous êtes salarié, bien évidemment, le conseiller en évolution professionnelle ne va pas contacter votre entreprise pour les informer de votre venue. C'est vraiment la démarche vient vraiment du salarié. C'est sur le volontariat du salarié de venir prendre contact avec le conseiller en évolution professionnelle. Donc, bien évidemment, l'entreprise n'est pas informée. Et ça permet aussi d'avoir une certaine neutralité. Je pense notamment des fois, voilà, quand on est dans une situation de travail qui devient un peu compliquée, voire conflictuelle, c'est aussi de prendre du recul par rapport à sa situation professionnelle et notamment par le biais d'un conseiller, voilà, qui ne connaît pas votre entreprise et qui du coup peut avoir un regard extérieur et peut-être avoir une certaine neutralité dans la situation.
Il y a le site www.moncep.org qui peut vous permettre aussi de vous rediriger vers le bon opérateur, vers la bonne structure pour votre CEP, votre conseil en évolution professionnelle. Donc ensuite, il y a différents opérateurs en fonction de votre statut. Donc comme je disais, si vous êtes salarié, travailleur indépendant, donc en fonction de la région dans laquelle vous allez habiter, ce sera des opérateurs différents. En Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, par exemple, c'est le groupement Évolution. Et puis après, sur d'autres régions, ça peut être Antea, Eva, Axis, etc. Mais comme disait Morgane tout à l'heure, vous allez sur le site moncep.org et vous allez pouvoir rentrer la région où vous habitez et vous aurez le nom des différents opérateurs. Si vous êtes cadre, ce sera plutôt l'APEC qui pourra vous accompagner. Si vous êtes demandeur d'emploi, ce sera le Pôle emploi. Si vous avez moins de 26 ans, ce sera la mission locale. Pour les salariés ou demandeurs d'emploi en situation de handicap, ce sera Cap emploi. Je vois la question, donc je réponds dans la foulée à Virginie pour le secteur public. Donc effectivement, il y a des opérateurs également pour la fonction publique. Donc la fonction territoriale, ce sera les centres de gestion de votre département. Pour la fonction hospitalière, ce sera l'ANFH. Et puis, pour l'éducation nationale, normalement, c'est le rectorat. Il y a un service CEP qui est présent dans les rectorats et qui peuvent accompagner les agents dans ces projets d'évolution. J'allais justement te poser la question à la fin de ta présentation. Quel est l'objectif ? C'est de pouvoir travailler le projet professionnel quel qu'il soit, donc de pouvoir définir déjà un projet professionnel, le formaliser et puis le mettre en œuvre. C'est pas juste de le formaliser, c'est aussi de pouvoir le mettre en œuvre. Donc ça peut être dans le cadre de, comme on disait tout à l'heure, de l'évolution professionnelle, soit en interne, soit en externe. Ça peut être en interne de vous dire, par exemple, moi je veux rester dans mon entreprise parce que j'aime bien mon entreprise, mais c'est le poste dans lequel je suis aujourd'hui. Je dis n'importe quoi, ça fait 10 ans que je suis sur mon poste, je ressens une lassitude, voilà, j'ai fait le tour de mon poste, j'aimerais bien aller vers autre chose, mais je ne sais pas forcément sur quoi. Voilà, nous, on peut vous accompagner, on va travailler sur vos compétences, sur vos appétences également, et regarder vers quel poste en interne vous pourriez aller. Ça peut être donc le développement des compétences, un besoin de faire une formation, mais vous ne savez pas forcément quelle formation. Peu difficile des fois de s'y retrouver dans toutes les formations qui existent. Donc voilà, quelle formation serait le plus adaptée à mon besoin, quel financement aussi je peux mobiliser pour mettre en place ma formation, parce que pareil, il existe différents dispositifs, donc quel financement je peux mettre en place. On peut également vous accompagner dans le cadre de la reconversion professionnelle, donc un souhait de changer de métier. Donc pareil, comment on travaille le projet et comment les choses se mettent en place. J'aimerais quitter mon entreprise, comment je peux la quitter, etc. Ça peut être également un projet de création ou de reprise d'entreprise. Quelles sont les différentes étapes à la création ? Comment je me fais accompagner pour réaliser une étude de marché, pour effectuer un prévisionnel, etc. Voilà, ça peut être aussi vous accompagner dans ces démarches-là. Ensuite, comment ça se passe ? Donc, l'accompagnement est personnalisé, bien évidemment. Chaque personne aura un accompagnement différent en fonction de sa situation. Il y a un premier rendez-vous qui dure en moyenne 1h30 où en fait, on fait un petit peu un état des lieux de la situation. C'est vraiment de recueillir tout votre parcours professionnel, votre formation initiale, vos expériences, etc. De bien comprendre aussi le contexte. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous venez vous voir ? Quelle est votre demande ? Quelles sont vos attentes par rapport à l'accompagnement. Et puis, en fonction de tout ça, on pourra co-construire ensemble un accompagnement pour mettre en place les différents éléments pour pouvoir atteindre le projet que vous souhaitez mettre en place. L'accompagnement, il est sur 18 mois maximum et on est en moyenne sur 8 heures d'accompagnement. Alors, je dis bien en moyenne parce que ça peut changer, varier en fonction des situations et en fonction des projets professionnels.
Et quand je parle de 8 heures en moyenne, c'est 8 heures avec son conseiller, parce qu'il peut aussi y avoir des temps de travail entre les rendez-vous pour pouvoir continuer, d'avancer, dans son projet professionnel. Je ne l'ai pas précisé, mais le CEP, c'est également un dispositif qui peut être mobilisé autant de fois que vous le souhaitez tout au long de votre carrière professionnelle. Donc, il n'y a pas de période de carence entre 2 accompagnements et vous pouvez en bénéficier jusqu'à la veille de votre retraite. Et ensuite, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous pouvez aller directement sur le site moncep.org. Vous allez rentrer donc votre région et vous aurez les créneaux qui seront disponibles. Donc, vous pourrez directement prendre rendez-vous en ligne ou alors appeler au numéro vert. C'est pareil, en fonction de la région que vous allez rentrer, vous aurez le numéro vert qui correspondra à votre région qui apparaîtra. Donc, si vous préférez prendre rendez-vous par téléphone. Que ce soit aussi en fonction de votre situation, hein. Il y a la situation et localisation qui vous permettront d'obtenir l'interlocuteur qui vous sera dédié. Alors, je vois qu'on a des nouvelles questions, notamment, je vais prendre ici une question de Clotilde. Quelle est la différence entre le CEP et un bilan de compétences? Ça, c'est une question qui arrive régulièrement. Exactement. Alors, on va pas du tout être sur le même type d'accompagnement. Le CEP, comme je disais tout à l'heure, on est plutôt sur une moyenne de 8 heures d'accompagnement, alors qu'un bilan, on est sur une vingtaine d'heures. Donc, on n'est pas du tout sur le même format déjà d'accompagnement. Sur un bilan de compétences, on ira beaucoup plus loin dans la réflexion, dans le cheminement. Un bilan de compétences est plus adapté pour des personnes qui souhaitent changer de métier ou de poste, mais qui n'ont pas du tout d'idée. On va dire qu'ils ne savent pas du tout ce vers quoi ils veulent aller, où là, il y a vraiment tout un travail à faire pour identifier ce vers quoi vous souhaiteriez aller. Le CEP, on est sur à peu près 8 heures d'accompagnement, donc c'est un accompagnement un petit peu plus allégé et c'est plutôt pour travailler des projets pour des personnes qui ont déjà des petites idées. On va aller vérifier, valider ces projets-là par le biais d'enquêtes métiers, mais également par le biais de périodes d'immersion. On a la possibilité aujourd'hui de signer des conventions de stage pour permettre à des salariés d'effectuer des périodes d'immersion pour aller valider ou confirmer un projet professionnel. Et le bilan de compétences, il est payant également. Il peut être financé aujourd'hui par le biais du CPF, alors que le CEP, comme je disais tout à l'heure, c'est un dispositif qui est gratuit. Après, le CEP, ça peut être aussi une porte d'entrée, c'est-à-dire vous prenez un premier rendez-vous dans le cadre du CEP et lors du premier rendez-vous, en exposant votre situation, peut-être que votre conseiller vous orientera vers un bilan de compétences parce qu'effectivement, c'est plus adapté à votre besoin. Alors, on a d'autres questions. Je vois une question de Caroline. Je suis en invalidité, mais je compte reprendre le travail. Comment éviter ce temps d'arrêt avec les recruteurs? Alors après, là, tout va dépendre de votre situation. Si votre invalidité, si vous l'avez fait reconnaître, si vous avez une reconnaissance de travailleur qualité handicapé, là, c'est quelque chose effectivement que vous pouvez mettre sur votre CV et expliquer sur votre lettre de motivation, et auquel cas, ça pourra expliquer ce temps d'arrêt sur votre parcours professionnel. Mais après, de toute façon, je pense que c'est important de le mentionner. Alors après, je connais pas votre situation, mais il y a peut-être des contraintes aussi qui sont là, et donc c'est important de pouvoir l'évoquer pour pas qu'il y ait pour que le recruteur en fait soit informé aussi de ce qui est possible. Et je rajouterais que je reviens à LinkedIn. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité dans votre expérience professionnelle de rajouter, c'est une option assez récente, une pause professionnelle. Pour éviter la fameuse question des trous dans le CV, LinkedIn permet de mettre à la place d'un trou une pause professionnelle, et vous avez différents motifs comme une reconversion,
comme voilà, une pause pour votre santé ou pour un proche aidant ou pour voilà, il y a plein de motifs aujourd'hui pour éviter justement de pouvoir justifier un trou dans une période de votre expérience. Alors, on a une question de Véronique. Je lis dans le cahier des charges de CEP qu'il est ouvert aux retraités qui recherchent un emploi. Tout à fait. J'ai dit tout à l'heure que c'était jusqu'à la veille de la retraite. Effectivement, retraite sans activité. Et une autre question de Gaëlle. Et s'il s'agit d'un arrêt de travail pour épuisement professionnel, est-ce qu'il faut le dire ? Bah là, c'est l'épuisement professionnel, c'est certainement, enfin, c'est pareil, là, c'est propre à chacun, on rentre vraiment dans des situations individuelles, mais l'épuisement professionnel peut être lié à une forte charge de travail dans l'entreprise dans laquelle vous étiez. Donc, forcément, c'est pas à généraliser, en fait. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être lié à l'organisation, au fonctionnement dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Pour autant, c'est pas pour cela que cette situation va se reproduire ailleurs. Donc là, après, c'est pareil, c'est toujours plutôt la manière de comment on va en parler, comment vous allez pouvoir parler de ça lors d'un entretien de recrutement, en fait. C'est plutôt ça. C'est toujours cette question-là, en fait. C'est comment vous allez pouvoir parler de cette période-là, de cette situation-là. C'est ça. N'hésitez pas, hein, c'est le moment où vous pouvez poser vos questions. On est là pour y répondre jusqu'à la fin du webinaire. Nous, on a terminé en tout cas la présentation sur le CEP, mais c'est le moment si vous avez des questions. Je vais essayer de revenir sur des questions qu'on aurait peut-être oublié de répondre. Je refais un petit peu le tour. Alors, j'ai vu une question de Catherine qui disait « Y a-t-il des sites qui aident pour les mots-clés et guidés pour éviter les impairs ?» Je pense qu'on parle des mots-clés, notamment aussi sur LinkedIn ou sur différents outils. Je ne sais pas si tu en connais, Cécile, mais un des bons moyens aussi de repérer quels sont les bons mots-clés, c'est de faire aussi un tour sur les offres d'emploi actuelles, aller faire un tour sur Indeed, par exemple, faire un tour sur les offres qui vous intéressent et d'identifier quels sont les mots qui ressortent le plus souvent. Identifier quels sont les mots-clés qui sont utilisés dans la construction des offres d'emploi pour vous-même les mettre en avant sur votre profil LinkedIn ou dans votre CV. Je ne sais pas, peut-être que Cécile, de ton côté, tu as des pistes. Moi, en tout cas, voilà ce que je pourrais vous conseiller. Ouais, c'est ça. Là, c'est difficile, mais effectivement, ça peut être de regarder. En fait, ça va être la veille que vous ferez sur le marché de l'emploi, effectivement, de regarder par rapport au poste que vous ciblez, de regarder les mots qui ressortent régulièrement sur les offres d'emploi, et puis de pouvoir les mentionner dans votre CV. Ça peut être dans les compétences, par exemple, pour que ça ressorte quand les recruteurs font des recherches de candidature, puissent effectivement voir votre CV plus facilement. Vous pouvez aussi peut-être sur LinkedIn, en allant sur des entreprises qui vous intéressent, aller voir, alors vous pouvez vous basculer, hein, ne vous inquiétez pas, vous pouvez basculer sur LinkedIn en fonction fantôme, comme on dit, en fonction non visible, et aller voir sur les profils des personnes qui ont des postes qui vous intéressent, si elles ont des profils complétés, d'aller voir comment eux, ils ont complété leur profil et quels sont les mots-clés qu'eux-mêmes ont utilisés dans leur expérience professionnelle ou dans leur résumé, dans la construction de leur profil LinkedIn, quels sont les mots qu'ils ont mis en avant. Ça peut aussi peut-être vous inspirer dans la construction de votre propre profil. Alors, on a une autre question de Louis-Adrien qui nous dit « Faut-il indiquer sur LinkedIn une expérience professionnelle qui n'a pas dépassé la période d'essai ?» Question aussi qui se pose pour le CV. Cécile, là, c'est pareil, c'est à vous de voir, en fait. C'est pareil, c'est de voir comment vous le sentez. Est-ce que c'est pertinent de le valoriser, en fait? C'est surtout cette question-là. Est-ce que
pour vous, ça a une plus-value en fait de le mettre? Est-ce que, parce que ça peut être une entreprise qui est en lien, par exemple, avec votre nouveau projet. Donc là, on peut se dire: «Bah, oui, ça peut être intéressant de le faire, de le mettre». Par contre, si ça a rien à voir, je dis n'importe quoi, c'est une entreprise, dans le domaine du bâtiment et aujourd'hui vous souhaitez aller dans le social, bah, on peut se dire, bon, il n'y a pas d'intérêt sur le secteur, en tout cas sur le secteur professionnel. Après, si c'est en termes de compétences, ben, si vous avez fait une période d'essai, alors ça va dépendre de la durée de la période d'essai, mais est-ce que vous avez vraiment eu le temps de mettre en application ou de développer des compétences en lien avec le poste? C'est pareil, bon, c'est à voir avec la durée de cette période d'essai, mais en fait, c'est vraiment de se poser cette question-là: quelle est la plus-value de le mettre? Et est-ce qu'il y en a une, en fait? C'est ça, si c'est l'entreprise qui peut vous mettre en avant, en tout cas les missions que vous avez réalisées sont intéressantes par rapport au poste que vous visez, oui. Si ça n'a pas d'intérêt, voilà, il faut faire un choix aussi à un moment donné des informations qu'on présente. Exactement, c'est ça. Alors, on a une question intéressante de Céline, pardon, excusez-moi. Quelle différence, excusez-moi, entre CEP et transition pro? Alors, très bonne question, effectivement, parce qu'il y a souvent des confusions entre les deux. Donc, le CEP, c'est vraiment le dispositif d'accompagnement. Donc, c'est ce que je viens de vous présenter, vraiment des professionnels qui sont là pour vous accompagner sur votre projet professionnel, quel qu'il soit. Comme on disait, aussi bien projet de reconversion, de formation, de recherche d'emploi, etc. Transition Pro, c'est anciennement le FONGECIF. Peut-être que ça vous parle à plus de personnes si on parle du FONGECIF. Mais en fait, le FONGECIF, c'est devenu Transition Pro en janvier 2020. Et Transition Pro est une association qui va intervenir plutôt sur des financements de formation, qui va justement pouvoir financer le projet de transition professionnelle, donc l'ancien CIF, ce qui est mentionné dans votre question. Le congé individuel de formation, aujourd'hui, s'appelle le projet de transition professionnelle. Et donc, c'est Transition Pro qui va venir financer. Eux, aujourd'hui, ils ont un rôle, entre guillemets, que de financement. C'est-à-dire que tout le travail de projet se fait avec un conseiller en évolution professionnelle. Et Transition Pro va intervenir plutôt sur la validation des financements dans le cadre du projet de transition professionnelle, mais également dans le cadre du nouveau dispositif qui s'appelle la démission reconversion, ou démission pour création d'entreprise. Transition professionnelle ne va pas là en l'occurrence financer les formations, mais va vérifier le caractère réel et sérieux des projets professionnels pour pouvoir valider et vous attester que vous puissiez bien démissionner de votre entreprise pour derrière pouvoir bénéficier des allocations de retour à l'emploi. Donc voilà, aujourd'hui, on n'est plus sur les mêmes missions. Avant, effectivement, le FONGECIF avait un rôle de CEP et de financement de formation. Aujourd'hui, depuis janvier 2020, les deux choses sont séparées. Il y a vraiment le conseiller en évolution professionnelle qui est dispensé par les différents opérateurs qu'on vous a présentés tout à l'heure, et puis Transition Pro qui va vraiment intervenir sur les financements de formation. Merci Cécile. On a encore quelques questions, on a encore un petit peu de temps. Véronique qui nous demande, pour une personne qui n'est pas inscrite à Pôle emploi, mais qui n'est pas non plus salariée, qui est en arrêt maladie, mais a besoin de faire un point pour avancer, quel opérateur CEP doit-elle contacter? Alors, c'est quelqu'un qui peut contacter le CEP, même s'il n'est pas salarié. France Compétences valide le fait qu'on puisse accompagner des personnes dans cette situation-là. Mais autrement, elle peut mobiliser l'aide sociale en fait de la CARSAT également, qui est là pour accompagner les projets professionnels pour les personnes qui sont dans cette situation-là. Il y a un service en fait qui existe, qui n'est pas très connu, mais que vous pouvez mobiliser aussi dans cette situation-là. On a une autre question de Véronique, je continue. Comment se décide le passage du premier niveau du CEP au deuxième niveau pour un suivi plus long? Alors ça, c'est à voir avec la personne. En fait, c'est entre le conseiller et le bénéficiaire. Comme on dit, on est vraiment dans une démarche de co-construction. Donc, à l'issue du premier rendez-vous qu'il y a avec le conseiller, si d'un commun accord, il y a besoin de mettre en place un accompagnement, on va passer à l'étape 2 de l'accompagnement.
J'ai cru voir aussi tout à l'heure une question, j'en profite pour y répondre en même temps, sur les écrits, les comptes rendus d'entretien. Donc effectivement, après chaque rendez-vous, il y a des comptes rendus d'entretien qui sont rédigés. Lors du premier rendez-vous, comme je disais tout à l'heure, c'est l'état des lieux de la situation. Donc là, il y a un compte rendu qui est rédigé et qui est remis à la personne à l'issue du premier rendez-vous, qui est signé par le conseiller référent et par le bénéficiaire. On est bien d'accord que l'objectif, on est vraiment dans de la co-construction, donc il faut que les deux personnes soient partie prenante de ce qui a été mis dans le document. Et ensuite, le deuxième document, le deuxième compte rendu sera remis à la fin de l'accompagnement, une fois que la situation de la personne est sécurisée, c'est-à-dire que lorsqu'elle aura eu toutes les réponses à ses questions, que le projet sera lancé. On a une autre question, une question de Valérie qui nous dit: peut-on indiquer le nom ou les coordonnées d'anciens managers qui nous recommandent dans le CV ou la lettre de motivation? Oui, Cécile, je pense que tu vas dire la même chose. Alors, moi, je trouve que ça se met pas forcément dans le CV ou dans la lettre de motivation. En général, il est mieux de demander en fait une lettre de recommandation à son ancien manager. Et de remettre en fait cette lettre de recommandation avec son CV et sa lettre de motivation, ce qui permet à l'entreprise déjà d'avoir un petit laïus, on va dire, sur ce que vous avez pu mettre en œuvre dans cette entreprise-là. Et puis, elle récupère en même temps les coordonnées du manager et du coup, elle peut le contacter derrière si elle le souhaite, dans le cadre de la prise de référence. Ça n'empêche pas non plus, ça dépend de la place que ça prend aussi sur votre CV. En général, il y a quand même beaucoup d'informations à afficher. Si vous avez un peu de place, vous pouvez tout de même mettre vos références avec le nom et le téléphone ou le mail de la personne. Vous avez aussi la possibilité, via LinkedIn, encore une fois, de solliciter des recommandations à votre manager, et plus un directeur, collègue. Vaut mieux avoir un contact direct hiérarchique, en tout cas avec la personne qui vous donne une recommandation. Mais c'est un autre moyen, encore une fois, de venir enrichir votre profil LinkedIn. Et ça se fait beaucoup maintenant. Alors, on a plein de questions. On va essayer d'y répondre, même s'il ne reste pas beaucoup, quelques minutes encore, 4 minutes. On a une question de Céline qui nous demande quelle différence entre le conseil APEC en évolution pro et le CEP. Alors, l'APEC, en fait, c'est un opérateur du conseiller en évolution professionnelle, sauf que l'APEC s'adresse à un public cadre. Donc, si vous êtes déjà accompagné par l'APEC, vous êtes accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc, il n'y a pas besoin de reprendre rendez-vous avec un autre opérateur. Voilà, c'est une question d'opérateur et de statut, finalement. Exactement. De situation professionnelle. À qui s'adresse-t-on? Voilà, il faut aller sur le site www.mon-cep.org et c'est vraiment là le point de départ qui va vous rediriger vers le bon opérateur et l'opérateur, le numéro vert en tout cas de l'opérateur, vous permettra de prendre contact avec un conseiller. Est-ce que peut-être je vois une question aussi intéressante alors je ne sais pas si je vais pouvoir bien le dire, mais si qu'on est à l'écoute du marché sur LinkedIn, le RH de l'entreprise actuelle le voit aussi. Alors, pas forcément. Si vous mettez que vous êtes à l'écoute du marché, que vous n'avez pas mis le Open to Work sur votre profil, seuls ceux qui ont des profils de recrutement, alors il faut avoir un profil de recruteur sur LinkedIn, peuvent voir que vous êtes à l'écoute du marché. La RH de votre structure, si elle n'a pas ce profil spécifique, en théorie, normalement, elle ne pourra pas voir que vous êtes à l'écoute du marché. Techniquement, en tout cas sur LinkedIn. Si oui, il faudra peut-être attendre le moment opportun pour le faire, pour des risques d'anti-progression salariale. Je comprends la difficulté, que vous auriez peur que peut-être la RH de votre structure voit que vous êtes à l'écoute. Peut-être, Cécile, tu as un conseil à apporter dans ces cas-là? Effectivement, ce que tu disais, en fait, c'est de pas forcément le montrer, en fait, à tout le monde. Enfin, il y a cette possibilité-là sur LinkedIn, effectivement, que ça n'apparaisse pas pour tout le monde, que ça apparaisse que pour les recruteurs. Après, voilà, vous pouvez aussi être en veille sur le marché de l'emploi sans forcément le mentionner aussi sur votre profil LinkedIn.
Vous, faire vos LinkedIn est un démarches de vos outil. côtés sans le mentionner, en fait. Alors, on arrive à la fin du webinaire. On aimerait bien vous répondre à toutes vos questions. Mais il y a encore une autre session sur la même thématique durant ces 2 semaines. Et voilà, si vous avez d'autres questions, un conseiller en évolution professionnelle pourra vous aider et pourra vous apporter des réponses à ce que vous pourriez vous poser. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site du CEP. Il y a encore de nombreux webinaires à venir sur les semaines de l'évolution professionnelle. En tout cas, on espère avec Cécile qu'on aura pu répondre en grande partie à vos interrogations. Et je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Il est 15h. Bonne fin de journée, bonne journée. Et à très vite, peut-être dans un prochain webinaire durant ces 2 semaines. Bonne journée à vous. Au revoir.